Donc je peux enchaîner avec ma deuxième stat du jour, moi, c'était 1. Le chiffre 1, tant qu'on est là-dedans. C'est le nombre de joueurs. Ah bah c'était mon chiffre aussi. C'est le nombre de joueurs FD qui répondent aux critères suivants. Plus de 12% d'usage. Plus de 1500 minutes aussi, donc voilà, un temps de jeu conséquent pour pas prendre des joueurs anecdotiques. Plus de 1,35 points par tir, donc une certaine efficacité, donc plus que ça comme critère. Et plus de 1,04 de ratio de playmaking. Le chiffre, on s'en fiche, mais pour dire un certain ratio de playmaking, une certaine tendance à distribuer le jeu. Quels sont les joueurs ? Il n'y a qu'un joueur qui répond à ces critères FD. Et qui est-il ? 1,35 de... 1,35 d'efficacité, 1,04 de ratio de playmaking, plus de 12% d'usage, le seul joueur NBA qui répond à ces critères. Hartenstein ? Exactement, c'est Isaiah Hartenstein, le seul joueur qui répond à ces critères. Donc grande saison de Hartenstein, je pense qu'on peut en parler, vu qu'on fait le bilan, on se projette pas pour l'an prochain, mais on fait le bilan de la saison écoulée, je pense qu'on est un peu obligé d'en parler, d'en passer par là. Et bon, le critère d'efficacité 1,35, il est très très élevé. Si on descend à 1,20, qui est déjà très haut pour le coup, mais 1,20 points par tir, donc en termes d'efficacité, on retrouve 12 joueurs qui sont à la fois à ce point efficaces et à ce point tournés vers le playmaking aussi, et on retrouve des LeBron, Jokic, Sabonis, James Harden, Doncic, Haliburton, Austin Reeves, Derek White. Bref, il y a du passing, il y a de l'intelligence. Voilà. Et bon, je voulais un peu présenter ça parce que, comme dit, on fait le bilan et ça a été une très grande saison, à la fois en efficacité, mais aussi en termes de passing. Playmaking, c'est la plaque tournante un peu. Ça a été une des plaques tournantes de cette équipe d'Enix avec ce jeu de dribble and off où les mecs viennent chercher le ballon de ses mains et tourner autour de lui. Même il peut être placé en poste haut aussi, et il peut faire des passes en backdoor vers des joueurs qui coupent vers le panier, enfin pour des joueurs qui coupent vers le panier, pardon, dans des systèmes aussi en 5-out. Bref, il y a plein de manières différentes d'utiliser Hartenstein, et il a été utilisé de plein de manières différentes pour son passing. Et donc, la question FD, je te la pose, comment est-ce qu'on fait pour le remplacer maintenant ? On peut pas. On peut pas. Tu l'as très bien dit avant, son départ va forcément changer le jeu d'Enix en fait. C'était... c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Non, tu peux pas le remplacer. J'ai dit rapidement avant que Julius Randle pouvait combler certains manques, juste deuxième option offensive en fait. Mais non, tout l'aspect protection de cercle qu'il apporte, tu le perds. C'est un profil unique, donc tu peux pas le remplacer. Ça, c'est la réponse facile. C'est la réponse facile puisqu'il te donne énormément de choses en fait. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que Randle n'a pas du tout ce même type de synergie sur les dribble and off. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut le faire, mais il n'a pas ce genre de lecture rapide. Enfin voilà, c'est pas du tout le même joueur, quoi. Donc là où je me pose la question, c'est parce que dans ce bilan 2024, pour moi, alors de toute proportion gardée, et attention à pas le prendre littéralement, mais on avait un peu un truc du duo, tu sais, Jokic-Murray, pas dans le sens niveau de jeu, évidemment, je compare pas Hartenstein à Jokic, mais dans le sens où on avait un pick and roll où les deux sont un peu des créateurs passeurs, en fait, avec le duo Brunson et Hartenstein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur un pick and roll avec Mitchell Robinson, qui est un peu plus un finisseur classique, quoi. C'est-à-dire, il pose l'écran, il roule au panier, et puis il fait le dunk, quoi. Mais Hartenstein, je pense que c'est aussi pour ça que ça peut manquer, et pourquoi ça a aussi bien marché. À mon avis, il a beaucoup, beaucoup aidé Brunson et sa grande saison, mais parce que la synergie, elle est totalement différente, et que le fait qu'on ait, non pas sur le pick and roll, non pas un seul décisionnaire et un mec qui peut créer, mais deux, que les deux sur le pick and roll peuvent le faire, et d'une manière ou d'une autre, pick and roll ou alors pick and roll inversé, dribble and off ou alors get action, où Brunson lance la balle vers Hartenstein plutôt que faire un pick and roll à la main, il lance la balle et ensuite il va la chercher dans les mains de Hartenstein, get action. Enfin bref, ce côté synergie et ce côté double, la dualité de menace, le poseur d'écran et le porteur de balle entre guillemets, fait qu'à mon avis on a eu une très grande saison de la part des deux en fait. C'est un peu ça qui était à la base de tout ça, et en effet c'est une perte assez énorme. Bon, dans le lot aussi, il faut dire que j'ai cité un des seuls joueurs de NBA, un des 12 joueurs de NBA avec un tel passing et une telle efficacité. Il faut dire aussi que il avait beaucoup de turnover, beaucoup de déchets. Bon, c'est aussi, je pense, une part qu'on accepte assez largement, mais en effet, plus de 17% de turnover, qui est un score assez cata. Et pour dire, parmi les joueurs avec un certain volume de responsabilité et une certaine tendance à passer, donc à prendre des risques, c'est le troisième plus gros joueur qui met, enfin, troisième plus gros total de turnover, pourcentage de turnover, derrière Draymond Green et Scoot Anderson. Voilà, on était aussi, il y a cette partie de déchets, il y avait aussi le fait qu'il n'a pas de shoot non plus, en tout cas pas beaucoup, donc il y avait aussi des défauts.
Mais comme dit, et toute proportion gardée, il y avait un peu ce côté, comme on a à Denver avec la synergie entre les deux dans le pick and roll. Je trouvais qu'on avait aussi beaucoup ça entre Brunson et Hartenstein, quoi. Oui. Non, clairement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire du côté d'OKC. J'ai hâte de voir si tu penses qu'ils vont le faire jouer avec Chet Holmgren en même temps sur le terrain. Je pense, ouais. Je m'imagine pas qu'il paye 30 millions l'année pour être un backup 20 minutes par match. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord, mais tu vois le même fonctionnement avec avec SGA, Ben ouais. comme tu l'as dit avec Brunson, ça va être super intéressant à suivre. Il me semble que financièrement les Knicks pouvaient pas s'aligner, donc il y a pas de regret là-dessus. Mais par contre, ouais, c'est une super réussite. Je pense qu'on peut dire qu'on les met tous pas mal en termes de hipster, mais enfin, je te pose la question, est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils prennent une telle envergure? Non. En fait. C'était ma question pour toi aussi. On l'aimait bien, mais jamais on n'aurait imaginé ça en fait. Donc sans développement de son tir à 3 points, parce que c'était ça aussi la deuxième inconnue à l'époque, c'était est-ce que les petits flashs là qui montent à 3 points, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir maintenir? Finalement non, il s'est tourné vers autre chose offensivement. Mais avoir un tel impact, non, je m'y attendais pas du tout. Et puis, on parlait de l'âge de Mitchell Robinson, il a que 26 ans. Hartenstein a aussi que 26 ans. Oui, il est vraiment très jeune, ouais, effectivement. Et bon, on n'a même pas parlé, mais il y a un apport défensif, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais il était pas mal aussi en défense, quoi. Mais en effet, tu vois, si je te pose la question, on peut faire un jeu de duel, si tu veux. Si je te dis, t'as une équipe, tu veux un pivot titulaire, tu préfères Hartenstein ou Nick Claxton? J'ai le droit à une réponse de Normand ou pas? Tu peux dire j'hésite, si tu veux. Ça va dépendre de la construction de ton équipe et de ce que tu veux faire. On va dire dans un aspirateur in a vacuum, comme ils disent, avec aucun paramètre, je pense que je préfère Hartenstein. Hartenstein ou DeAndre Ayton? Hartenstein. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, tu me diras, non, les Kings, ils ont pas de pivot, les Warriors, ils ont pas de pivot. Enfin, Hartenstein ou Kevin Looney? Hartenstein aussi. Ah, intéressant. Hartenstein ou le profil un peu d'Eric Lively. Tu sais, le profil catch and finish, rim runner. Je pense que je préfère Derek Lively. Ok. Avec une légère projection vers l'avenir. Oui, ça je peux comprendre. Ouais. Mais le profil rim runner qui peut switcher, très bonne protection de cercle, je pense que je prends quand même Lively. Capella, on est d'accord qu'on préfère Hartenstein, a priori, à ce stade de sa carrière. Et si je te dis Wendell Carter Jr. J'aime beaucoup Wendell Carter Jr. Donc tu prends Carter Jr. Ce qui est intéressant avec Carter Jr., c'est que du coup, cette arme du 3 points, tu l'as. Il est au-dessus de la moyenne, et tu vois, il a 37% cette année sur 4 tentatives, 5 tentatives par 75 possessions. Mais défensivement, je pense que Hartenstein comment tu les juges défensivement, les deux? J'aurais tendance à mettre Hartenstein légèrement au-dessus, défensivement. Je pense, ouais. Je pense aussi, même si j'aime beaucoup la polyvalence de Carter, mais Hartenstein fait de très beaux trucs. Je pense que j'ai une stat là-dessus, on en reparlera. Et alors, on va tester, on va voir si t'es un vrai fan des Knicks pour terminer. Tu penses qui a fait une meilleure saison et qui est le plus fort entre Hartenstein ou Joel Embiid? La disponibilité et la meilleure qualité, donc Hartenstein. Jolie pirouette. Pirouette de fan des Knicks. C'est bien ma 3e stat du jour pour les New York Knicks 2024. Moi, c'est moins 11,2. Qu'est-ce que c'est? C'est la perte d'efficacité infligée au panier par Isaiah Hartenstein en 2024. Et oui, puisque donc c'était, pour dire, le 6e plus gros total de NBA. C'est-à-dire que parmi les joueurs qui défendent le panier avec un plutôt gros volume, donc minimum 5 tirs par match en moyenne défendus au panier, autour du panier, eh bien, il est 6e de NBA en termes d'efficacité autorisée au panier. Donc, c'est-à-dire que moins 11,2% de pertes infligées. Les adversaires shootaient face à lui 11% plus bas que leur moyenne habituelle ailleurs et contre d'autres joueurs.
Donc autant dire que c'est 6e derrière Porzingis, Rudy Gobert, Walker Kessler, le pivot défensif aussi d'élite à Utah, Zubac, et puis Chet Holmgren. Et donc ensuite on a Hartenstein qui est même devant Wembanyama, imaginez-vous. Bon bref, faut pas la prendre au... Ça veut pas dire qu'il est meilleur que Wembanyama en défense évidemment, mais c'est pour dire aussi que tu vois, il est à moins 11,2 cette année, ce qui est clairement un score d'élite quand on atteint la barre des moins 10, hein, cette barre un peu symbolique des moins 10. L'an dernier, il était que à moins 6, donc qui est un peu plus moyen, qui est pas du tout mauvais, mais qui est un peu plus, voilà, moyen, même bon, on peut dire, bon, mais pas très bon, mais je voulais aussi le souligner parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. En 2022, déjà, il avait sorti un score à moins 10%. Donc c'est pas du tout, je pense pas que ce soit une surchauffe, je pense pas que ce soit genre le contexte parfait où il y a des mecs qui défendent autour de lui, donc il aide un peu à affecter le pourcentage, etc. Je pense qu'on a sans doute un aspect où il est un peu vu, enfin il est perçu moins bon que ce qu'il n'est en défense, pour je ne sais quelle raison, peut-être parce qu'il est polyvalent, peut-être parce qu'il est aussi bon en attaque, et que tu vois il y a un peu le truc de Mitchell Robinson c'est le défenseur, et Hartenstein c'est l'attaquant. Alors qu'en fait, non. Ou alors le truc de Robinson, c'est le protecteur de panier, et Hartenstein, c'est le défenseur polyvalent. Oui, il est polyvalent, mais il est aussi extrêmement bon en protection de panier, parce qu'en fait, il n'a pas forcément des atouts d'élite du genre une envergure de bras immense, ou alors de l'explosivité, ou ce genre de trucs d'athlète de très haut niveau. Par contre, il est toujours très... il a d'excellents fondamentaux, en fait. Toujours en bonne position, les bras bien levés, la verticalité, pas de faute, etc. Et comme il est toujours en bonne position avec le bon timing, en fait, il fait les actions. Donc voilà, c'est assez... D'ailleurs, c'est assez bluffant quand tu regardes les progrès par rapport à Houston de ce point de vue-là. Et je voulais un peu insister là-dessus parce que tout à l'heure, j'ai dit des chiffres offensifs sur Hartenstein. Et je t'ai dit comment est-ce qu'on va remplacer l'attaque. Comment on remplace la défense, FD? Tu fais jouer Mitchell Robinson 48 minutes par match pour maintenir à peu près le même apport défensif. Alors défensivement, on va dire le profil de l'équipe va forcément devoir changer défensivement si tu trouves pas un deuxième protecteur d'arceau. J'ai vu là juste avant qu'on prenne l'antenne qu'apparemment les Knicks étaient intéressés pour prendre le reste du contrat de Clint Capella, qui a encore un an. Maintenant, tu vois, tu prends Clint Capella, Mitchell Robinson. C'est des profils qui se ressemblent beaucoup. Tu leur donnes 24 minutes chacun. T'as un apport, on va dire, assez équivalent. Ça remplacera pas l'importance qu'a eu Isaiah Hartenstein en termes de protection de cercle. Et puis même, on l'a vu faire des choses un peu différentes. Il n'est pas exclusivement dans du drop, Hartenstein. Non. Donc, non, mais tu veux dire un peu le modèle Dallas où t'as pas un gros pivot, mais tu fais un peu une rotation de deux moyens, deux moyens intéressants, hein, Lively et Gafford, et ça te fait 48 minutes de qualité. Tu peux aussi faire ça peut-être avec si tu vas chercher un Capella ou un mec comme ça, quoi, tu veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ça remplacera pas tout ce que Hartenstein a apporté, notamment en termes de deflections, de mains actives. En fait, Robinson, il a les mains actives pour contrer. Déviation de ballon, littéralement, je crois. Voilà, c'est ça. Mais Hartenstein, il les a aussi, on va dire, pas que verticalement, aussi horizontalement. Ouais. Là où Robinson, c'est un peu moins comme ça. Donc non, tu le remplaces pas défensivement non plus. Et là où je dis que les Knicks vont devoir un petit peu changer de profil défensif, parce que avec l'arrivée de Mikal Bridges, je pense que le but c'est de faire jouer les 4 de Villanova ensemble, en même temps sur le terrain, donc Brunson, DiVincenzo, Bridges, pas forcément Hart, non, Hart il peut sortir du banc, c'est pas un souci. Et Omari Spellman aussi, hein, n'oublie pas. oui, Omari Spellman. Ils vont aller chercher Spellman ou... Non, comment il s'appelait le pire joueur NBA que j'ai jamais vu? Eric Pascal aussi, de Villanova. Oh, Eric Pascal. Non, mais c'était une super équipe. Et Omari Spellman qui a fait une super carrière internationale avec le Liban, il me semble. Ah oui? Ouais. D'accord. Il joue toujours au basket. Il me semble qu'il joue avec le Liban. Mais non, mais effectivement, tu parlais des Villanova Knicks, mais je voulais un peu citer cette stat, parce que comme dit, il est 6e meilleure efficacité, en tout cas meilleure perte d'efficacité infligée au panier, en tant que protecteur de panier, et c'est pas non plus une anomalie, parce qu'il a déjà fait un moins 10% il y a 2 ans. Donc voilà, je pense que ok, Robinson, en fait, le delta entre Robinson et Hartenstein n'est peut-être pas si grand que ça en termes de protection de panier. D'ailleurs, moi, je pense que je préfère Hartenstein, mais bref. Mais je pense qu'il y a aussi tout un jeu de... Globalement, je préfère Hartenstein en défense parce qu'il y a eu ce jeu dans le périmètre aussi, où je pense qu'il est largement meilleur que Robinson, hein, tout ce qui est couverture des pick and roll, etc. Et c'est pas tant... Enfin, il a de la mobilité, mais c'est aussi une question de timing, de savoir-faire, de maîtrise, de placement. De placement, exactement. Voilà, c'est pas que le fait qu'il soit mobile, c'est le fait que ses outils, il l'utilise hyper bien parce qu'il est hyper intelligent.
Et donc voilà, je voulais tout de même insister parce que cette protection de panier, elle est peut-être un peu sous-estimée chez lui. Donc pour les Knicks, pas désolé. Pour les fans de OKC qui écoutent pour entendre parler de Hartenstein, ben voilà ce que vous gagnez aussi. Je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas trop discuté aussi, mais c'est le rebond. Alors rebond offensif, on en a parlé tout à l'heure, mais le rebond défensif. Et ça, pour le coup, à OKC, c'est un truc qui va beaucoup aider. Tu parlais un peu de comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Je pense que 30 millions l'année, c'est pas fait pour être backup à 20 minutes par match, clairement. Je pense tout de même qu'à OKC, il y aura un peu des minutes décalées, donc du staggering, littéralement, mais des minutes un peu décalées où ce sera un peu, peut-être les deux vont démarrer, mais ensuite, soit Chet, soit Hartenstein, puis ensuite en fin de match, peut-être les deux encore. Mais voilà, je m'attends plutôt à ça. Donc, essayer de décaler les minutes, mais aussi parfois des séquences où tu as les deux. Et je pense qu'un aspect où OKC peut recevoir de l'aide, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément un spacing génial. Il va t'amener un compromis de spacing, mais un apport défensif de pick and roll, de protection de panier, et puis donc de rebond qui va faire beaucoup de bien à OKC puisque c'est une de leurs faiblesses. Et puis j'avais peut-être même deux autres trucs par rapport à ce que tu as dit, de l'horizontalité de son jeu, de son activité même horizontale et pas que verticale au panier. Mais donc Hartenstein sort de cette saison avec 2% de steal percentage et 2,3% de block percentage. Non, mais sachant que les profils avec 2 et 2, c'est rare. Eh ben, pour te dire, c'est le seul. Le seul en NBA, voilà. Cette saison, avec 1500 minutes, 2% de steal percentage et de block percentage, il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Donc c'est pas mal, tu vois. C'est le seul en NBA avec une certaine efficacité et en plus un playmaking, tout à l'heure on a dit. Et là c'est aussi le seul. 2% de steal percentage et 2% de block percentage. Et bon, si on descend un peu le critère à 1,5% de steal, il y a certains intérieurs qui viennent se rajouter, hein, des Wemby, des Embiid, des Jaren Jackson, Paul Reed, Gafford aussi, etc. Il y en a quelques-uns, ils sont 7 en tout. Mais voilà, on a aussi affaire, comme tu dis, à quelqu'un qui est extrêmement, protection de panier d'un côté, mais aussi steal, aussi pick and roll, aussi les mains actives sur le plan horizontal. Et voilà, c'est le seul intérieur de NBA avec minimum 2% de steal, ce qui en dit beaucoup aussi sur ce profil extrêmement complet. Donc j'insiste une dernière fois, non, 30 millions l'année, ce n'est pas un backup. C'est un titulaire NBA pour moi. Ce qui est bien, c'est que si jamais des gens nous écoutent sans avoir jamais vu jouer Hartenstein jouer et qui regardent un petit peu les sites de stats avancés, tu sais, les all-in-one, ils vont penser qu'on parle d'un All-Star, quoi, parce que selon certaines stats all-in-one, là j'ai le EPM de Dunks and Freeze devant moi, c'est le 13e meilleur joueur de la ligue, deuxième meilleur défenseur de la ligue après Jonathan Isaac. Donc voilà, on n'en est pas là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. 30 millions c'est beaucoup, mais voilà, ça peut se justifier, et c'est une énorme perte, c'est pour ça qu'on peut pas le remplacer. Donc l'un dans l'autre, avec ce qu'on a dit sur l'attaque et sur la défense, ben voilà, quand on fait le bilan des Knicks, on est obligé de parler de ça parce que le bilan des Knicks 2024, c'est aussi, alors pas que lui, il y en a un autre joueur dont on n'a pas encore parlé, je pense qu'on va en parler, mais c'est aussi la saison splendide de Isaiah Hartenstein, avec, comme tu dis, même les all-in-one sont assez clémentes sur lui. Bon, all-in-one, c'est des stats, des équations d'un mec qui fait son truc arbitraire. Hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein. C'est juste pour des reflets de valeur un peu générales, etc. Faut pas dire c'est le 13e meilleur joueur de NBA parce qu'il a le 13e meilleur score, mais en effet, on est d'accord. Super saison de Hartenstein. On aurait bien voulu qu'il reste au Knicks d'ailleurs, mais bref. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.